Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau Cappuccino. Comme d'habitude, cet événement se déroule en présentiel et aussi à distance. Pour les personnes à distance, vous avez quelques consignes à l'écran. Donc pour information, cette session est enregistrée. Elle sera aussi diffusée sur YouTube, sur la chaîne de l'école. Vous pourrez le retrouver en replay. Si vous souhaitez converser entre vous, il y a une petite commande converser. Et par contre, pour les questions que vous voudriez qu'on transmette aux intervenants en fin de cappuccino, vous pouvez utiliser la commande questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une expérimentation qui a eu lieu dans le cadre du LOUP, donc l'Observatoire des usages en pédagogie de l'EHESP, porté au CAP par Mégane Rouland et Vincent Lissilour. Donc, c'est une expérimentation qui a pu bénéficier au cours de l'année écoulée à des membres de la communauté pédagogique de l'EHESP qui animent des ateliers, qui animent des formations, donc entre autres des ingénieurs pédagogiques ou des enseignants. C'est ce qu'on va voir par exemple aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Roxane Bottigliengo, je suis ingénieure pédagogique au CAP. Mégane Rouland, je suis ingénieure pédagogique au CAP également et du coup, je porte avec mon collègue Vincent le projet du LOUP. Mélanie Bertin, je suis enseignant-chercheur au département Métis, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique. Anne Moyal, je suis enseignante-chercheuse au département SHS en sociologie et en évaluation des politiques publiques. Merci beaucoup. Alors, le programme d'aujourd'hui, justement, sur cette expérimentation, il va d'abord y avoir Mégane qui va nous expliquer le contexte de ce projet. Ensuite, les intervenantes vont nous expliquer leur point de départ, comment elles ont rejoint le projet, avec quels besoins ou quelles envies. Elles vont aussi nous expliciter leurs étapes de travail. Donc, on verra qu'il y a 3 étapes communes pour tout le monde. Combien de temps ça prend, quel investissement ça demande et effectivement, comment se déroulent, on verra, les observations. Et ensuite, la partie plus bilan, évaluation, perspective. Donc, qu'est-ce qu'a apporté justement pour les intervenantes cette expérimentation ? Qu'est-ce qu'elles en ont tiré ? Et peut-être qu'est-ce qu'elles vont en faire ? Est-ce qu'elles vont continuer ? Est-ce que ça leur a apporté des billes pour la suite ? Avant de passer au traditionnel temps d'échange où vous pourrez poser vos questions aux intervenantes. Mégane, je te laisse commencer sur le contexte. Merci. Du coup, le LOUP, il s'inscrit à son départ dans le PSE 19-23 avec la volonté d'aller observer ce qui se fait en termes de pédagogie ici à l'EHESP. Il a débuté, les premières recherches ont débuté plutôt en fin 2019-2020 et ça a été repris, on va dire, à plein temps dans le cadre de mon apprentissage ici au CAP. Donc, j'ai réalisé un master SIFA, donc stratégie et ingénierie en formation d'adultes, et mon collègue Vincent, en parallèle, a passé un DE, passeur en éducation. Donc l'objectif, comme je le disais, c'était vraiment d'aller observer les pratiques pédagogiques qui se faisaient à l'EHESP et de questionner les enseignants par rapport à ce qu'ils faisaient dans leur situation d'enseignement et de faire le lien avec ce qu'on proposait, nous, au CAP, afin de éventuellement améliorer nos accompagnements ou notre offre d'accompagnement. Au niveau de la méthodologie de recherche, donc on était en 2 axes principaux. Une première enquête en fait un peu exploratoire qui était plutôt quantitative avec l'envoi de questionnaires aux enseignants pour connaître un petit peu leurs pratiques pédagogiques. Donc on a eu 46 réponses sur 90 enseignants. Ça a permis vraiment de poser la base en fait de notre recherche et surtout de contacter des enseignants qui pourraient être volontaires pour la suite de notre expérimentation. Du coup, qui est l'enquête principale. On a eu 22 volontaires qui se sont prêtés un peu au jeu de cette expérimentation-là, qui regroupait 3 étapes. Un premier pré-entretien, on va dire, ou un premier rendez-vous en tout cas, pour essayer de voir si les enseignants étaient OK pour venir se faire observer en situation d'enseignement et qu'on en discute après, et aussi pour définir quel type de cours on allait aller observer et dans quel cadre un petit peu ça s'inscrivait. À la suite de ça, on avait l'observation ou les observations en présentiel et on s'entretenait directement avec les enseignants, soit à la suite de cette observation-là, soit quelques jours, voire 1 ou 2 semaines après, mais pas beaucoup plus. Et je précise que ce dispositif n'a vraiment pas vocation à évaluer les enseignants, c'est vraiment de l'observation et il n'y a pas de notes ou de jugement ou quoi que ce soit derrière.
Anne, est-ce que tu veux bien commencer à nous expliquer justement comment tu as eu connaissance du projet, comment tu l'as rejoint, avec quels besoins, etc. Alors, j'ai eu connaissance de votre projet par les mails que vous avez envoyés à la communauté enseignante. Et j'ai décidé de me prêter à l'exercice parce que, en tant que nouvelle enseignante à l'école, je suis arrivée en septembre 2023 et c'était courant année 2023-2024. J'ai pensé que c'était intéressant d'avoir un regard extérieur pour commencer mes fonctions ici. Et voilà, pour d'emblée penser mes cours peut-être différemment de ce que j'avais pris l'habitude de faire. Alors moi, alors je venais pas d'arriver à l'école, ça va faire bientôt 6 ans maintenant que j'y suis. Mais par contre, j'avais pas pris le temps d'avoir un recul sur mes enseignements. C'est vrai que j'avais une charge d'enseignement assez dense et j'avais vraiment envie d'avoir un œil extérieur sur des choses éventuellement à améliorer ou voilà, des dynamiques de cours un petit peu différentes. Donc c'était presque plus de la curiosité de comment améliorer voilà, un enseignement, la pédagogie de mon enseignement. Ouais. Du coup, Anne et Mélanie vous ont présenté le contexte un peu, le point de départ en tout cas de leurs observations. Il faut savoir que j'ai oublié de mentionner quelque chose dans le contexte, c'est que les ingénieurs pédagogiques du CAP se sont prêtés aussi au jeu de l'observation dans le cadre de mon mémoire de recherche qui traitait de la définition en fait du métier d'ingénieur pédagogique. Et donc, ils ont fait exactement la même chose, des pré-entretiens, des observations et des entretiens. Et on a axé aussi un peu plus sur le côté professionnalisation et construction de l'identité. Mais les questions de départ, en tout cas, étaient globalement les mêmes. Et donc, pour ma part, le point de départ a été tout simplement la sollicitation de Mégane pour participer aux entretiens et aux observations. Et puis, il faut dire que la thématique de son mémoire, moi, m'intéressait tout particulièrement puisque ça faisait aussi écho aux nombreuses questions que je pouvais me poser quand j'ai démarré le métier d'ingénieur pédagogique. Merci beaucoup. Justement, en parlant de ces 3 étapes de travail qui sont communes pour vous, est-ce que vous pouvez développer un peu plus justement comment ça s'est déroulé, comment on choisit ce qui est observé, comment se passe un débrief, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement aussi en temps, etc. Alors, ça demande assez peu d'investissement en temps. Ça demande de la disponibilité, mais après, ça a été très fluide et enfin, voilà, sans poids pour nos activités d'enseignement, je trouve. Donc, il y a eu 3 temps, effectivement, une prise de contact avec Mégane, une réunion juste un petit peu pour qu'on parle voilà, du projet et de la forme que ça allait prendre, que cette observation allait prendre. Ensuite, un deuxième temps où Mégane est venue m'observer pendant un cours, puis un temps de débrief ensemble avec Mégane pour revenir sur ses observations. Donc voilà, au total, c'est pas un investissement très conséquent et en fait, en tout cas, ça rentre très bien dans notre charge d'enseignement en fait. Oui, tout à fait. Il y a vraiment pas de conséquences, on va dire, en termes de temps. C'est pas du tout chronophage. Moi, je pense que notre premier entretien, il a duré 20 minutes avec Mégane pour identifier les cours dans lesquels elle ou Vincent Lissidour pouvaient intervenir. Et ensuite, on a décidé d'avoir plusieurs types de cours, cours magistraux et travaux de groupe pour pouvoir observer différentes choses. Et après, ils se sont insérés dans ces cours de façon voilà, voilà, je sais pas comment dire, discrète en tout cas, je les voyais même plus. Et puis après, on a fait effectivement cette partie débrief qui a dû durer 1 heure. Donc voilà, vraiment pas d'investissement en temps plus que ça de notre part, avec un retour quand même qualitatif derrière. De mon côté, Mégane, elle est venue m'observer durant l'animation d'une formation sur la thématique de l'approche par les compétences. Donc, à la suite de la formation, on a pu faire un débrief à chaud à partir de ces observations. Et on a ensuite poursuivi le travail avec un entretien d'1 heure qui, du coup, venait questionner
la construction identitaire de l'ingénieur pédagogique à travers la professionnalisation. Donc voilà, donc un entretien d'1 heure avec plusieurs questions qui rebalayaient plusieurs éléments. Merci. Alors, Anne, justement, t'expliquais qu'à la base, t'étais arrivée sans forcément avoir un besoin identifié. Après cette observation, justement, de CM, dans le débrief, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce que tu as identifié comme axe de travail? Et qu'est-ce que tu souhaites peut-être mettre en place ou faire développer pour la suite? Alors effectivement, je n'avais pas un besoin identifié très clair, même si j'avais le désir de peut-être adopter une posture un peu plus réflexive. Au départ, c'est peut-être ça le besoin très général. En fait, notamment, j'avais proposé à Mégane de venir observer une UE dans lequel je suis la principale intervenante et il y a assez peu d'intervenants extérieurs. Donc, une de mes préoccupations, c'était notamment de garder l'attention des étudiants sur une semaine et qu'ils ne se fatiguent pas de toujours voir la même personne. Et d'essayer de voir aussi d'adapter l'animation selon les différents temps. Donc, selon que ce soit un CM, un TD ou que je fasse intervenir quelqu'un d'extérieur. Mégane a pu venir m'observer sur un CM, ce qui représente des enjeux un peu différents des autres cours, mais notamment d'arriver à animer, garder l'attention des étudiants pendant 3 heures, quand même de faire un peu participer, même si évidemment c'est un cours magistral, donc c'est pas le lieu de la plus grande participation. Et en fait, en tout cas, Mégane au départ, donc c'est très bien fondu dans on va dire dans la masse des étudiants. Au début, j'avais conscience qu'elle était là. Ensuite, j'en avais plus vraiment conscience, mais ça m'a mise dans une posture, réflexive où en fait, je m'observais davantage que d'habitude donner mon cours. J'essayais de voir si le rythme était le bon, si je laissais la place justement à d'éventuelles questions ou participations qui viennent souvent dans un cours magistral. Ne sont pas forcément prévus. Enfin, c'est pas Et donc, en tout cas, j'en retire le fait de m'être mise moi-même dans une autre posture, sachant que il y avait une observation, et j'espère pouvoir garder ce regard-là. À la fois continuer à donner mes cours naturellement. Faut pas non plus que ça devienne, mais avoir cette posture un peu plus extérieure où je fais davantage attention et je me mets un peu davantage dans la peau d'un étudiant qui m'écoute. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question sur la suite? Ouais, alors pour la suite, je pense que ce serait intéressant, de manière générale, d'être observé dans différents temps d'enseignement, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce que je disais à l'instant, entre un cours magistral, un TD ou un cours où on fait intervenir d'autres personnes, et on est quand même là dans un rôle d'animation entre l'échange entre les étudiants et des intervenants extérieurs. Donc je pense que s'il y avait une suite à donner, ce serait plutôt d'observer une diversité de cours pour voir justement les enjeux qui sont différents d'un cours à un autre. Alors moi, je rejoins Anne là-dessus. J'avais pas de besoin identifié précis. C'était vraiment une volonté, une curiosité d'essayer de trouver d'autres moyens pédagogiques à accrocher à mes cours. Donc c'est pour ça que Mégane est venue. Et de la même façon, on avait ciblé donc un cours magistral et un travail de groupe. Enfin, c'est Mégane et Vincent qui sont venus tous les deux. Donc, contrairement à Anne qui n'était pas filmée, j'étais filmée. Mais je vous rassure, j'étais filmée avec un tout petit téléphone portable, je m'en suis même pas rendu compte. Et puis, après, on n'est pas obligé d'être filmé. Voilà, j'ai accepté. C'était vraiment proposé. Et je me suis pas regardée après non plus. C'est seulement, Mégane qui, comme ça, avait toutes les infos et comme elle m'avait pas vue sur les 2 cours, pouvait également regarder tout ça. Et donc, moi, le retour qu'on a partagé avec Mégane, c'était intéressant parce que je me suis dit, tiens, je peux changer le déroulé de certains cours, ce serait un peu plus percutant, et aussi penser à laisser plus de blanc, parce que je posais des questions aux étudiants, justement dans le but d'être un peu interactif dans des CM et de se dire, et c'est vrai que parfois on est souvent sans réponse, sans face, donc a tendance à un peu rebondir assez vite pour pas laisser un blanc trop long. Alors qu'en fait, les étudiants, on en a discuté après, ils ont quand même besoin de réfléchir à ce qu'on leur a posé comme question et du coup, ne pas hésiter de laisser un peu du temps. Et donc ça, je me suis dit, ah oui, j'ai tendance à pas trop aimer les blancs et à enchaîner. Donc c'est quelque chose d'intéressant, donc que j'essaye maintenant de prendre en compte, autant que je peux.
Et puis effectivement, j'aimerais bien, je trouvais intéressant aussi de bénéficier dans ces observations dans d'autres types de cours et d'autres types de publics, parce qu'on a aussi échangé là-dessus. Les publics des masters français, c'est pas les mêmes que ceux du MPH. Typiquement, ceux du MPH sont très, très interactifs. En général, on a beaucoup, beaucoup de questions, alors que les étudiants en français sont un peu plus passifs. Donc, on ne doit pas avoir tout à fait les mêmes postures aussi, parfois. Donc, voilà, ce serait intéressant d'avoir leur retour sur différents publics au-delà des différents types de cours aussi. De mon côté, c'est majoritairement l'entretien avec Mégane qui m'a permis de prendre du recul sur mes 10 premières années en tant qu'ingénieur pédagogique. Il faut dire que quand j'ai débuté le métier, je me questionnais beaucoup sur ma légitimité à l'exercer. D'une part parce que le métier était lui-même questionné et d'autre part parce que j'étais relativement jeune, 22-23 ans, et que quand on accompagne un enseignant qui a 15-20 ans d'expérience, finalement, on se questionne sur qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter. Et donc l'entretien avec Mégane m'a amené en fait à conscientiser plusieurs choses, à du coup adopter également une posture réflexive sur mon parcours, sur le développement des compétences, sur quelle posture je peux adopter quand je suis en accompagnement, de quelle manière je collabore avec les autres ingénieurs pédagogiques, avec les enseignants. Et le fait de conscientiser tous ces axes de réflexion, en fait, ça vient nourrir ma pratique, mon développement professionnel, qui a toujours pour objectif de proposer un accompagnement qualitatif auprès de la communauté enseignante. Donc voilà, le fait de passer par une posture réflexive amène vraiment un développement de compétences qu'on conscientise. Et donc moi, par la suite, avec Mégane, ça nous a permis, c'est Mégane qui nous a proposé d'assister et de participer à des séances de co-développement entre ingénieurs pédagogiques au CAP, donc de nouveau pour nourrir notre pratique et ce développement de compétences. Et là, j'ai prochainement, moi, l'opportunité d'intégrer le Loop dans mes missions d'accompagnement auprès des enseignants. Et je vais laisser Mégane dévoiler la suite du projet concernant le Loop. Du coup, au niveau des perspectives et du bilan, pour nous, au CAP, il est plutôt positif dans le sens où déjà, on a eu plusieurs enseignants qui ont joué le jeu. Au total, on a observé, on s'est entretenu avec 14 enseignants. Et le projet continue, c'est toujours possible de se faire observer. On a aussi écouté les besoins des enseignants, enfin, ou au moins écouté ce qu'ils avaient à dire. Et on a mis en place un projet Décapsulons nos idées, qui est des sessions de co-développement pour les enseignants, qui débutera avec un premier groupe expérimental au mois de mars. Et en fonction des différents résultats qu'on aura, il sera poursuivi par la suite ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est une première réponse qu'on peut apporter aux besoins des enseignants qui ont émané via cette enquête en fait du Loop. Et donc c'est un projet qui continue. On fait toujours des observations, on recontacte en premier lieu les enseignants qui étaient déjà volontaires dans la phase expérimentale, mais aussi certains enseignants qui ont changé des choses dans leur pratique qu'on va certainement retourner observer pour voir ces changements, voir ce que ça apporte aux cours, ce que ça apporte éventuellement aux apprenants aussi. Et je ne sais pas si j'ai tout dit. Oui, et un dernier point également, l'enquête du Loop qui a été menée durant toute une année a fait l'objet d'un rapport écrit, donc qui est en cours de finalisation et qui devrait nous servir de communication en interne au sein de l'école d'ici le mois de février ou mars. Il a été diffusé sous forme de synthèse, on va dire, plutôt à l'externe, avec une réponse à un appel communication. Merci beaucoup pour vos témoignages qui nous ont permis effectivement de conscientiser comment ce projet a été mis en place, quels besoins peuvent être du coup identifiés même après coup avec l'arrivée d'une posture plus réflexive, etc. Et on va pouvoir passer aux questions. Peut-être en commençant avec les gens en présence. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenantes ? Merci pour vos témoignages, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question. Alors,
peut-être plus pour Mégane, même si les autres pourraient aussi nous faire part de ce qu'elles en pensent. Je serais curieuse de savoir sur quoi portait exactement les points de votre observation de ces temps de CM ou TD. Qu'est-ce que vous cherchiez à voir? Qu'est-ce que vous avez noté? Quels étaient les grands domaines que vous avez cherché à observer de la part des intervenants formateurs que vous avez observés? Alors du coup, en amont des observations, on a construit une grille d'observation, donc avec mon collègue Vincent. Grille d'observation qu'on soumettait aux enseignants s'ils le souhaitaient, afin de savoir un peu sur quoi ils allaient être observés. Et puis, j'ai eu aussi une enseignante qui a rajouté des critères dans la grille, parce que c'était sur ces aspects spécifiques qu'elle voulait être observée. Sinon, de manière générale, on observait l'interaction avec les apprenants, par exemple, de quel ordre ils étaient, le type de consignes qui étaient données, si c'était des exercices en groupe, par exemple. Donc quel type de consignes, sur quel format elles étaient données aux apprenants, quelle posture l'enseignant il adoptait. Est-ce que pendant les travaux de groupe, par exemple, l'enseignant était à l'écart et laissait faire un petit peu les groupes, ou est-ce qu'il se rendait pour voir un petit peu l'avancée du travail. Au niveau des cours magistraux, par exemple, il y a plusieurs fois où j'ai noté le nombre d'interactions qu'il y a eu entre les apprenants et les enseignants. Qu'est-ce qu'on regardait d'autre? On regardait également s'il y avait des supports qui étaient là, s'il y avait des PowerPoint, s'il y avait autre chose, et puis comment ils étaient construits. Est-ce que ça nous semblait plutôt pertinent, plutôt efficace comme type de présentation? On regardait quoi d'autre? C'était surtout basé quand même sur les interactions en fait avec les apprenants et la façon dont se plaçait l'enseignant en fait dans tout ça. Merci pour la présentation. J'ai compris que vous aviez vous avez participé à 14 enseignants ont participé à ces observations. Est-ce que vous avez du coup noté une tendance de pratique, bonne ou mauvaise, mais qui sont communes, ou voilà, et du coup déjà des premiers conseils à donner aux autres enseignants sur la base de vos observations? Alors effectivement, on a pu observer des tendances, même si c'est 14 enseignants sur la totalité, donc c'est pas forcément exhaustif finalement en termes de pratique. J'ai observé beaucoup de cours magistraux, ou alors des TD qui étaient dispensés comme des cours magistraux. Et la question principale qui ressortait, c'était comment je fais en fait pour interagir avec mes étudiants ou mes apprenants, alors que j'ai une masse d'informations à leur faire connaître ou à leur faire apprendre. Et donc effectivement, de ma position en tout cas, et des observations, ce serait de se poser la question, mais que ce soit au sein du CAP ou au sein de la communauté enseignante, d'essayer de réfléchir à peut-être d'autres modalités d'enseignement que du cours transmissif. C'est quand même beaucoup ça que j'ai observé, même si chez Mélanie, par exemple, il y avait des travaux de groupe. D'autres enseignants, il y avait aussi des travaux de groupe, mais c'est vrai que la majeure partie des modalités d'enseignement que j'ai observées, ça reste quand même du cours magistral et du cours plutôt transmissif. Et je pense que la question à laquelle il faudrait essayer de trouver des éléments de réponse, mais que ce soit pour nous, ingénieurs pédagogiques, ou pour les enseignants, ce serait de voir comment on peut faire en fait pour peut-être faire autrement, ou apporter un peu plus d'interaction en tout cas dans les cours. Denis, est-ce qu'il y avait des questions à distance? Non? C'est bon? Ok. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là, sauf si vous vouliez rajouter un petit quelque chose. Ah si? Une question? Ouais. Alors, une question de Nolwenn Lemeur. Est-ce que Anne et Mélanie pensent poursuivre l'expérience? Merci Nolwenn de la question. Oui, moi, j'aimerais bien justement, côté MPH, ce qu'on disait, un autre public. Et si ça t'intéresse, comme je sais que tu donnes pas mal de cours et que tu es responsable des Master 1, je t'invite à joindre l'aventure volontiers.
Moi également, en fait, j'apprécierais de justement être observée dans d'autres temps de cours que les temps magistraux, précisément pour creuser d'autres questions que tu évoquais. Et du coup, je me permets de profiter de cet appel de Mélanie pour évoquer le fait que c'est toujours possible en fait d'être observé. Le dispositif, il est toujours, il continue en fait d'exister. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez être observé, si vous souhaitez discuter de vos méthodes pédagogiques, à contacter le CAP. Merci beaucoup. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci aux intervenantes pour votre témoignage très riche. Merci à toute l'équipe du CAP qui permet d'organiser ces retours d'expérience toujours constructifs. Et merci à vous d'avoir été présents pour vos questions et aussi à distance. Bonne journée.